Bonsoir, c'est le 20h du dimanche soir, un journal magazine. Les titres, les transporteurs en commun invités à vaquer à leur occupation demain lundi. La grille tarifaire publiée par l'hôtel de ville de Kinshasa va être d'application. La réunion tenue autour du gouverneur, réunion à laquelle ont pris part les représentants des transporteurs, en a ainsi décidé. Ne jamais trahir le Congo, mythe ou réalité? On dirait que c'est clairement une réalité transmise aux générations futures, appelées à aimer ce pays. La guerre d'agression de l'Est de la RDC donc amène chaque Congolais à se souvenir de cette phrase célèbre de Laurent Désiré Kabila. Ce sera donc le dossier de ce magazine. C'est tout pour l'essentiel et merci de nous suivre. Nous ouvrons comme d'habitude avec la partie consacrée à l'actualité. La 20e édition du Forum économique mondial annuel s'ouvre ce lundi à Davos en Suisse. Thème choisi, collaborer à l'ère de l'intelligence artificielle, un événement qui réunit des leaders mondiaux autour de défis économiques clés. Ils parleront des solutions pour assurer le bien-être économique des États. La RDC y sera représentée à un très haut niveau. L'actualité, c'est la menace de grève des transporteurs. L'autorité provinciale de la ville de Kinshasa maintient la grille tarifaire fixant les prix du transport en commun dans la capitale congolaise. La population est appelée à vaquer à ses occupations. Aucun groupuscule des transporteurs n'a le droit d'empêcher la circulation des véhicules de ceux parmi eux qui auront visiblement décidé de respecter les instructions de la haute hiérarchie. Edith Chala. 2 semaines de discussion en commission, un compromis trouvé avec toutes les parties prenantes, un arrêté portant grille tarifaire de transport en commun pris, que des groupuscules informels protestent et lancent des tracts projetant une grève sauvage demain lundi, relève de rébellion. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, devant les opérateurs du secteur, est resté formel. Tout chauffeur ne veut pas travailler demain qui ne s'évertue pas à empêcher les autres à travailler. Nous voulons assez que la grille là soit respectée. Ici présent, il y a la police, il y a même le renseignement qui va continuer à faire son travail pour identifier tout ce malfrat-là. Et nous promettons qu'ils ne seront pas impunis, ils ne resteront pas impunis. Donc voilà. Ici présent, il y a l'association des chauffeurs, il y a Transacadémie qui représente les Transco pour permettre à ce que nous puissions rassurer aux Kinois qu'il y aura quand même l'offre de transport demain. Et les privés qui voudront bien venir en appoint vont nous accompagner. Et nous rappelons que l'exercice du transport en commun, c'est une délégation de service. Il revient à l'État de décider. Ce n'est pas parce que tu as pris ton véhicule, tu as mis à disposition du transport et c'est toi qui vas dicter la loi. Vous voyez, ce domaine-là reste une matière réservée, vous voyez, de la compétence de l'hôtel de ville de Kinshasa. Qui va en grève est libre, mais il ne l'est pas pour empêcher celui qui veut travailler. Et quand on fait le tour de la commune de la Gombe, on constate ça et là que les routes sont en train d'être rétapées, donc elles font peau neuve, ni des poules bouchées, caniveaux entretenus. Commentaire en image, Érudis Kitutu. Une des solutions à lutter contre les embouteillages, c'est la réhabilitation de la voirie urbaine. Tel est le cas de quelques avenues de la commune de la Gombe, siège de différentes institutions qui s'élargissent et reçoivent des nouvelles couches d'enrobés. Paro et embouteillage. Pour ça, nous tout droit, nous nous réjouissons de cette métamorphose de nos routes. C'est une initiative très encourageante. Nos chaussées sont aujourd'hui dérangées par des eaux. Il faut aussi penser à déboucher nos caniveaux pour une circulation fluide des eaux de la pluie. Mais ça problème. Mais ça va côté moussoupe ils ont déjà bouché ils ont après aussi ça banzela va travailler maïl l'aise. Une solution palliative efficace qui s'inscrit dans la politique générale de la nouvelle dynamique sur la construction et réhabilitation de la voirie urbaine. Vraiment, nous félicitons premièrement d'abord le chef de l'État pour son initiative parce qu'on a tous connu cet avenir, on sait comment c'était. C'est un changement complet, nous savons d'où nous venons et là nous sommes en train de partir. Il faut accepter certaines choses.
ce que les gouvernements sont en train de faire, c'est vraiment génial. Moi j'apprécie. Qu'ils puissent continuer, qu'ils n'arrêtent pas seulement en ville, qu'ils puissent aller aussi en Galima, à Tchangou, partout, pour voir là où aussi la route n'est pas bonne, surtout à limiter poids lourds. Tout porte à croire qu'avec ces chantiers ouverts, Kinshasa, mégalopole de plus de 15 millions d'habitants, va finalement tourner la page des embouteillages monstres et des images sous les eaux à chaque goutte de pluie. Lutter contre l'insalubrité, stopper l'évolution des têtes d'érosion. Le bourgmestre de la commune de Mongafula est à fond dedans. Il fait évacuer les immondices, entretient les routes, une manière de matérialiser la vision Kinshasa et Zobonga. Entendez, Kinshasa sera plus belle. Rodépanda. Tractopelle, benne, tous ces engins étaient en mouvement. C'est le signe d'une ferme volonté affichée par les bourgmestres de la commune de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba, de redorer l'image ternie de sa municipalité. Accompagné de son adjoint, l'équipe de la brigade du programme Kinshasa et Zobonga était visible sur la route nationale numéro 1 dans sa partie Rond-Point-Ngaba et Cité Verte. Il était ici question d'évacuer les immondices qui ont rendu très insalubre cette partie de la capitale. Outre l'insalubrité, certains usagers ont transformé la chaussée en parking de véhicules et autres épaves, avec comme conséquence les rétrécissements davantage de la chaussée. La route Kimwenza-Gare n'est pas épargnée par les têtes d'érosion qui menacent de couper les tronçons au niveau de 2 chemins. D'où ces cris de détresse de la population à l'endroit des autorités pour une intervention urgente. Nous lançons un cri d'alarme et que ceci ne s'arrête pas ici, puisque ce qu'on est en train d'enlever là, ça va créer encore plus de la boue. Il faut que ça s'accompagne avec le versement soit des moellons ou bien de la caillasse. De son côté, l'autorité municipale s'est dit préoccupée par cette situation. Nous, aujourd'hui, nous sommes venus enlever les immondices qui ont été déversés ici pour permettre aux usagers de passer ou de rouler sans problème. Par ailleurs, ces routes de Kimwenza relient les routes de contournement de la ville de Kinshasa vers les centres-villes et son entretien s'avère donc indispensable. Et on prend le volet défense et sécurité. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, en visite de travail à la base militaire de Kitona, à Mwanda, dans le Congo central. Les détails en images avec Sandra Nyangui. Pas de répit pour le vice-premier ministre, ministre des anciens combattants Guy Kabombo Modianvita en itinérance au Congo central depuis 4 jours. Après Mbanzangungu, Matadi, Boma, le patron de la défense nationale est arrivé tard la nuit du 18 janvier 2025 dans la ville côtière de Mwanda. Envoyé par le commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le VPM de la Défense, Guy Kabombo Modianvita, dit être venu s'enquérir des conditions de travail et les prouesses réalisées par la base de Kitona. Je viens ici à Kitona, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour m'enquérir de vos conditions d'études et de travail et constater en même temps les progrès réalisés depuis son passage dans ce centre de réunion. Il réitère sa détermination à évoluer de façon technique de l'armée nationale et l'État restitué dans son prestige d'antan. Une visite déterminante pour le patron de la Défense nationale au centre d'instruction Kitona, où il a eu une longue séance de travail avec différentes unités de la base de Kitona en présence des députés nationaux élus du Congo central, autorités budgétaires. Sans embâche, les officiers militaires des commandements se sont exprimés devant les autorités budgétaires pour l'amélioration de conditions de travail pour le bon fonctionnement de la base. Sur place, le numéro 1 de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo
Modianvita et toute sa suite ont visité les différentes infrastructures de la base militaire de Kitona, à savoir le groupement des écoles militaires spécifiques, la caserne des recrues, l'hôpital militaire, l'école de santé, l'école d'artillerie, le centre électrique et l'aéroport militaire de Kitona en état de dégradation. Comme à l'accoutumée, les épouses militaires ont été une fois de plus en honneur. Le numéro 1 de la défense nationale, Maître Guy Kabobo Modianvita, leur a offert un lot important d'épargne et une enveloppe consistante. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Et dans le secteur des mines, 2 contrats majeurs signés dans le domaine des mines, donc je l'ai dit, avec les géants allemands Analytic Jena et Metec, par une délégation congolaise composée du président du conseil d'administration et du directeur général du centre d'évaluation, d'expertise et de certification. Ceci va booster la capacité technique de la RDC dans ce domaine. Marcel Moubenga. Lors de son périple dans l'espace Schengen, la délégation du Centre d'évaluation, d'expertise et de certification CEC a finalisé un accord d'acquisition d'équipements de pointe auprès d'Analytic Jena. Ces contrats visent à équiper les laboratoires de Lubumbashi, Kipushi et Sakanya avec des matériels dernière génération pour des analyses chimiques avancées et un service après-vente de qualité. Les équipements acquis influent ainsi les spectromètres de masse élite couplés à l'ablation, aux rayons laser placement et aux stations de digestion par micro-ondes. Dans la même logique, le CEC a également signé un contrat avec Ametec, un autre leader mondial dans la fabrication de matériel de laboratoire. Cet accord prévoit l'acquisition des spectromètres d'émission optique Spectrolab, accompagné d'accessoires tels que des fours à fusion et machines à surface automatique. Ces 2 accords ont été signés dans le strict respect des procédures légales et administratives en la matière. Des investissements qui s'inscrivent dans la vision stratégique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de moderniser les secteurs miniers, piliers de l'économie nationale. Avec des laboratoires équipés de technologies de pointe, la RDC va ainsi renforcer non seulement la qualité et la traçabilité de ses analyses minières, mais aussi va attirer d'investissements étrangers tout en valorisant ses ressources naturelles de manière optimale. A noter que la délégation du CEC était constituée du président du conseil d'administration Dave Kalemba Kachama, du directeur général Freddy Mwamba Kanikou, accompagné du directeur de cabinet adjoint Marcelin Paloukou, représentant personnel du ministre de Mines, ainsi que des experts techniques qui ont tous approuvé ces 2 contrats. Et voyons ce qu'a été la semaine du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sélection de Kibambe Songoïsa. Il est primordial de réactiver la haute commission de coopération entre l'Algérie et la République démocratique du Congo qui dispose de beaucoup d'axes de développement qui nous intéressent. Les propos sont du ministre algérien de la Santé Abdelak Saï, envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune, reçu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La coopération bilatérale dans le domaine énergétique, agricole, économique et de formation était au menu des échanges au cours de cette entrevue. Selon l'émissaire du président algérien, le chef de l'État est favorable à la mise sur pied d'une commission mixte de coopération entre la RDC et l'Algérie. Coopération bilatérale, mais aussi la diplomatie. 2 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement de l'Inde et de la Fédération de Russie, ont présenté tour à tour leur lettre de créance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Reçu le premier par le chef de l'État, le nouvel ambassadeur de l'Inde à RDC, Vajapaya Jula Venka Taraman, a exercé avant son accréditation en République démocratique du Congo les fonctions de chargé d'affaires politiques avec rang de ministre à l'ambassade de l'Inde à Oslo
en Norvège. Il a une riche carrière diplomatique en occupant divers postes d'assistant au commissariat de l'Inde à Kandy au Sri Lanka et au consulat général de l'Inde à New York aux États-Unis d'Amérique. Le diplomate indien a aussi travaillé dans les ambassades à Moscou, en Fédération de Russie, à Bucarest en Roumanie, à Santiago au Chili et à Oslo en Norvège. Il parle l'anglais, le hindi et le telugu. Le président de la République a ensuite reçu le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, Karl Tikaz. Né en 1959, il est diplômé de l'Institut d'État des Relations internationales et docteur en droit. Il maîtrise l'anglais et le français. Il a débuté sa carrière diplomatique en 1985 et a dirigé plusieurs postes au ministère des Affaires étrangères de l'URSS et de la Fédération de Russie, ainsi qu'aux missions diplomatiques en Finlande, au Canada, au Maroc et en Slovaquie. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le mercredi 15 janvier 2025 à la Cité de l'Union africaine la 10e réunion extraordinaire du Conseil des ministres. La première ministre Judith Suminwa, le directeur de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo et tous les membres du gouvernement présents à Kinshasa ont pris part à cette grande rencontre. Outre la communication du chef de l'État, le Conseil des ministres a débattu d'importantes questions, la situation de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu, le projet compact énergétique national de la République démocratique du Congo, l'intervention de la Première ministre dans la suite de la communication du Président de la République et les différents points d'information. Comme à l'accoutumée, le compte rendu de cette réunion de haut niveau a été fait par le porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Information et des Médias, Patrick Mouyaya. La semaine a été aussi marquée par la visite d'inspection de la voirie urbaine autour du marché central de Kinshasa par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La visite a commencé par l'avenue Kassavubu, tronçon compris entre les avenues du marché, des marais et des plateaux en dégradation très avancée. Il en est de même avec tous les axes secondaires d'accès vers le centre-ville. Le chef de l'État est venu s'enquérir personnellement de cette situation désastreuse. Déterminé à redorer la belle image de cette partie du centre-ville de Kinshasa, le président de la République a échangé avec la population et apprécié les débuts des travaux sur ces avenues. Parmi les solutions envisagées, l'on doit notamment redimensionner des caniveaux et réorganiser les réseaux d'évacuation des eaux. Toutes les constructions anarchiques sur des caniveaux seront détruites. Et la sélection des grands sujets d'actualité de la semaine reprend ici les célébrations des héros nationaux. On y parle également de la grève dans les secteurs de transport en commun. Rudis Kitutu. La semaine qui s'achève a été déterminante pour le commandant Task Force, commandant de la 34e région militaire, avec son compagnon du Nord Kivu, engagé sur différentes lignes de front pour suivre sans faille l'opération Caterpillar 2. Opération qui vise à la riposte des multiples violations de cessez-le-feu par les M23 RDF et la reconquête des zones jadis occupées par les ennemis de la paix. L'opération Dobo. Les audiences foraines se poursuivent à travers les cours et tribunaux de Kinshasa. Le chef de gang Issa Bokando écope de 20 ans de prison ferme pour avoir commis un acte terroriste et condamné à mort pour association de malfaiteurs. Kinshasa paralysé le lundi dernier dans le secteur de transport en commun. Les chauffeurs ont observé une grève sèche suite à la mesure de l'autorité urbaine sur les demi-terrains et l'observance des tarifs de transport.
Deux héros nationaux commémorés cette semaine, Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, lâchement assassiné dans son cabinet de travail. Un culte d'action de grâce a été organisé à la cathédrale du Centenaire, suivi du dépôt de gerbes de fleurs au mausolée. Bien avant ces hommages, une leçon publique a été organisée au studio Maman Ngebi de la RTNC. 64 ans depuis l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Sa famille biologique et politique ainsi que quelques personnalités ont assisté à une messe organisée à la résidence familiale en toute intimité. Pour marquer cette journée, une visite guidée a été organisée à la primature, bureau qu'occupait le tout premier ministre Patrice Emery Lumumba. Le projet de construction pont-route-rail entre Kinshasa et Brazzaville était sur la table de la première ministre. Les experts du pays ont fait la restitution de plusieurs rencontres à Judith Soumina Tuluka. Grâce à l'appui financier de la Corée du Sud et de l'UNICEF, la RDC s'est dotée de quelques infrastructures scolaires. La ministre de l'Éducation nationale a inauguré 10 écoles dans les sous-divisions éducationnelles de Ntsele 1 et 2. On termine cette rétrospective de la semaine par cette triste nouvelle. Le célèbre catcheur congolais Edingo Motonanguenge a tiré sa révérence au Maroc de suite d'un cancer. L'ancien champion du Congo a été évacué d'urgence au royaume chérifien pour des soins appropriés. Malheureusement, il n'a survécu. Jamais trahir le Congo, mythe ou réalité, on dirait que c'est clairement une réalité transmise aux générations futures appelées à aimer ce pays. La guerre d'agression de l'Est de la RDC amène chaque Congolais à se souvenir de cette phrase de Laurent Désiré Kabila, dossier de Chantal Okoloba et de Malumbela. Parmi les célèbres phrases de Musée Laurent Désiré Kabila figure « Ne jamais trahir le Congo », qui n'est pas un mythe, mais tout un héritage qu'il voulait transmettre à la génération future. Ne jamais trahir le Congo a une portée patriotique, un éveil de conscience pour la défense de l'intégrité territoriale. Parce que nous avons commencé par cette affaire de trahison, il faut débusquer les traîtres partout où ils sont. Être sous les drapeaux, ça a une signification. C'est-à-dire qu'on accepte de mourir pour son pays. Et au niveau de l'armée, l'armée fait son travail. L'armée, c'est le bras armé de l'État. C'est l'armée qui donne à l'État sa force. Lorsque nous avons une armée forte, professionnelle, on a peur de nous. L'écho de cette déclaration résonne toujours dans les oreilles des Congolais. Les populations des communes patriotiques de Massina, Ndjili et Kimbanteke l'ont démontré lors de l'insurrection des rebelles rwandais quelques années seulement après l'entrée de l'AFDEL. Ne jamais trahir le Congo, son héritage, continue d'influencer les discussions sur la souveraineté nationale et l'unité. Ne jamais trahir le Congo devrait être bien plus qu'un slogan. Cela devrait incarner un engagement profond envers le développement, la paix, la justice, la prospérité du pays. Ne jamais trahir le Congo, c'est aussi assumer ses responsabilités. Le professeur Toussaint Chilombo Send souligne. Pérenniser cette pensée qui est à la fois une recommandation, un héritage, une injonction, une prophétie, pour que les Congolais puissent se l'approprier et l'intégrer dans leur vécu quotidien, dans le sens que dans leur comportement. Peu importe les lieux, peu importe la responsabilité, que la République démocratique du Congo ne soit pas trahie. Ne pas trahir le Congo, c'est aussi pas détourner. C'est pour nous les enseignants, ne pas vendre le point. Ce n'est pas jouer au tribalistes, ce n'est pas jouer au favoritisme, c'est d'éviter le clientélisme, c'est d'éviter l'exclusion. Nous devons être ensemble de telle sorte à ce que nous voyons, nous réfléchissons comment développer la République démocratique du Congo. Je crois que c'est de cette manière-là que nous allons pérenniser cette pensée par rapport aux axes
dans lequel chacun se trouve. Laurent Désiré Kabila est parti, laissant derrière lui une alerte pour préserver les 2 345 000 km². Chacun a sa partition à jouer, décider et administrer. Et quand on réfléchit sur les destins croisés des héros nationaux congolais, on en conclut que l'histoire de ce pays ne sera correctement écrite que par les Congolais eux-mêmes, maîtres de leur destinée. Chronique d'Edi Tchala. Maman, ils ont tué Lumumba. Je serai un autre Lumumba. Lorsqu'Emery Patrice Lumumba décède, assassiné le 17 janvier 1961 dans la périphérie de Lubumbashi, Mzee Laurent Désiré Kabila va sur ses 20 ans. Il tient ses propos à sa mère, comme le raconte une légende. Et le combat commença contre l'impérialisme qui tirait les ficelles au lendemain de l'indépendance et se poursuivit contre la dictature qui sévissait au Zaïre, comme c'était la mode dans l'Afrique post-indépendance. En 1963, Mzee, alors jeune lumumbiste et nationaliste convaincu et révolutionnaire affiché. Il est membre du Comité national de libération, CNL, d'Antoine Gizenga et Christophe Boigné, dont le gouvernement est basé à Stanleyville, au sein duquel il occupe le poste de secrétaire général des affaires sociales, jeunesse et sport. Leur combat, mettre fin par la lutte armée au gouvernement de Cyril Adoula à Kinshasa. Lors de la prise de Kalimi par l'armée nationale de libération, Mzee Laurent Désiré Kabila est nommé vice-président d'un gouvernement provisoire mis en place dans le Nord Katanga. Mzee Laurent Désiré Kabila prend le maquis lorsqu'il perd la guerre et se replie dans les montagnes du Fizi dans le sud Kivu. Quittant l'ombre de grands du CNL, Moulele, Beigné, Soumaïlo et autres, Mzee explore ses propres voies. Pendant près de 30 ans, il est entre le maquis et les rencontres internationales dans l'Afrique orientale et l'Europe de l'Est. En septembre 1996, Mzee à la tête de l'AFDL, il traverse en 8 mois le Zaïre de Mobutu et prend le pouvoir le 17 mai 1997. C'est à Lubumbashi qu'il annonce la fin de la guerre et le Zaïre devient la République démocratique du Congo. Un an de pouvoir, Mzee est pris en étau par les ambitions hégémonistes de ses alliés d'hier et sa volonté d'un Congo prospère et maître de son destin. Le clash est certain et le 2 août 1998, la première grande guerre africaine éclate. Le Rwanda envahit la RDC, l'Ouganda fait de même, le Burundi se joint à la fête. Les richesses sont de l'autre côté de la frontière et nous allons les ramasser, se disent-ils. Kisangani dans la province de la Chopo en garde les stigmates jusqu'aujourd'hui. Acculé, Mzee se rend à Victoria Falls, à Harare, au Zimbabwe pour négocier la paix. Ça s'enlise et il finit par se convaincre que la paix se gagne. Mzee réussit à convaincre le Zimbabwe, la Namibie et le Tchad à les soutenir. C'est ainsi qu'est née la première grande guerre africaine. À l'interne, Laurent Désiré Kabila communique avec son peuple. Vous devez, vos peuples, être maîtres de votre sol. Le discours résonne, la population adhère. En 5 mots, Mzee a résumé son histoire et projeté le pays dans l'avenir. Ne jamais trahir le Congo reste intimement collé à Mzee et les générations futures s'en inspireront toujours pour que le pays aille mieux. Le 16 janvier 2001, au Palais de Marbre, a tragiquement mis fin au jour de l'enfant de Manono. Une fin tragique comme celle de son maître, Emery Patrice Lumumba, massacré 40 ans plus tôt, le 17 janvier 1961, par ceux qui caressaient et caressent encore le rêve d'un Congo à leur merci. 36 ans à peine et le sort fut scellé, seulement pour avoir dit la vérité historique devant le roi Baudouin. Crime de lèse-majesté. Une histoire exaltante d'une date illustre que nous gardons ineffaçablement dans nos cœurs et dont nous enseignons avec fierté la signification à nos enfants. Recommandation du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Emery Patrice Lumumba. Il aurait totalisé 100 ans au cours de cette année 2025. Ses pères africanistes, Julius Nyerere, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, ont eu plus de chances de vie. Leurs pays respectifs n'ont pas la même valeur marchande que la République démocratique du Congo. Bien dit, Edi Tchala. Nous sommes dans la suite de l'actualité. Un album photo qui retrace l'histoire de Lumumba, exposé dans un musée en Russie. La diaspora congolaise et l'ambassadeur de la RDC à Moscou l'ont visité avant de déposer des gerbes de fleurs devant la statue du héros national congolais érigée en plein cœur de la capitale russe. Eric Kabamba, reportage. Dans la galerie de photos placée dans ces musées de Moscou, les images de Patrice Emery Lumumba sont un peu partout.
Deux images qui ont permis à cette diaspora congolaise, composée en majorité des étudiants et de l'ambassadeur de la RDC en Russie, Yvan Vangou, de se connecter à l'histoire de leur pays. Cette visite était une occasion pour ces Congolais de passer en revue à travers divers documents d'archives, les événements et les témoignages sur les grandes séquences de la vie et l'itinéraire sociopolitique de Lumumba. Ce héros national assassiné le 17 janvier 1961, qui n'appartient plus à son pays, Moscou a même débaptisé l'une de ses universités au nom de Patrice Lumumba, un acte de reconnaissance très salué par Yvan Vangou. Si hier, avec plusieurs de ses compagnons, Lumumba a réussi sur le plan politique le combat de l'émancipation des peuples opprimés par la colonisation, aujourd'hui, notre génération a repris le flambeau pour combattre les injustices historiques et le néocolonialisme afin de permettre l'expression libre de la souveraineté de nos pays. En dehors de ces musées, une statue de ces héros nationaux est aussi érigée. À l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de son assassinat, toute la communauté africaine et d'ailleurs se sont recueillis au pied de ces monuments. Cette année, plusieurs manifestations sont programmées car 2015 coïncide avec le centenaire de Patrice Emery Lumumba et le 65e anniversaire de cette université qui porte fièrement les noms de notre héros national devenu patrimoine politique universel. Et puis des officiers stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa étaient en séance académique à l'Assemblée nationale. Ils veulent savoir comment la commission défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement interagit avec les différentes structures de défense et de sécurité nationale. Hanim Balaka. À travers le prisme des enjeux de la défense, la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, dirigée par l'honorable Rubens Mikindo, s'est entretenue avec une forte délégation des officiers stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa, conduite par le général-major Godefroy Mouland Nawesh. De cette visite, il en ressort que les échanges ont pu permettre aux futurs officiers supérieurs de la défense de mieux appréhender les objectifs et les défis d'un point de vue académique, centré notamment sur le fonctionnement des structures de la défense et sécurité, la collaboration entre la défense et l'Assemblée nationale à travers la commission défense et sécurité, le rôle de la commission défense et sécurité. Il y a eu des échanges entre nous, je crois que ça aura permis à l'école de guerre de comprendre un peu comment ça fonctionne au niveau de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la commission défense et sécurité. La raison de cette rencontre a consisté avant tout en une visite d'études, une séance académique pour permettre aux officiers stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa, notamment des Congolais, des Centrafricains, des Camerounais, des Béninois, des Togolais, des Français et autres, de voir comment la commission défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement interagit avec les différentes structures de défense et sécurité. C'était une séance académique. C'est pour nous permettre à nos stagiaires de voir comment que la commission défense et sécurité interagit avec les différentes structures de défense et de sécurité. L'enseignement dispensé à l'école de guerre de Kinshasa est consacré à l'art opératif avec l'apprentissage et le perfectionnement des connaissances relatives aux méthodes de planification et de conduite des opérations militaires. Le but est d'offrir un cadre à des jeunes officiers supérieurs sélectionnés parmi les FARDC et la PENSI pour bénéficier d'une formation de qualité. Elle accueille des stagiaires congolais de la force terrestre, de la force aérienne, de la force navale et de la police nationale congolaise, mais aussi depuis la deuxième promotion des stagiaires étrangers. Janvier, mois d'échange de vœux, la dynamique des leaders politiques de la Grande Orientale s'est réunie dans ce sens. Une évaluation de l'année 2024 et très vite des remerciements à l'endroit du chef de l'État congolais pour la concrétisation de ses promesses envers cette partie de la République. Marie-France Zaïna a fait couler le commentaire. Rempli de sommités, figures emblématiques et personnalités politiques représentant l'espace Grande Orientale, le Salon Congo de l'hôtel Pullman a servi de cadre pour l'échange de vœux.
Tout a débuté par la prière dite par Monseigneur Samuel Lotika de l'Église du Christ au Congo. Bien après, le coordonnateur de la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale, M. Haïdi Idambitio, a passé en revue l'année 2024 dans tous ses aspects et a appelé à un leadership collectif. Sous la conduite du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, les dernières prouesses et la détermination des FARDC dans la réponse de nos territoires augurent également un espoir dans le recouvrement total de l'intégrité territoriale de notre pays. Au nom des membres du gouvernement, le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, a présenté ses vœux et a reconnu que les attentes sont nombreuses. Le patriarche Bernard Kassoussoula a insisté sur la nécessité d'une rétrospection et voir comment rectifier les tirs. Honorable questeur adjointe Grace Nema a insisté sur l'unité des filles et fils de la Grande Orientale. Ma gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a tenu sa parole vis-à-vis de la notabilité de la Grande Orientale et a personnellement veillé à sa concrétisation. L'assistance n'a pas manqué de rendre un hommage mérité à Monseigneur Marcel Outembi pour les 8 années passées à la tête de la conférence épiscopale du Congo et a demandé au nom du leadership collectif une appropriation sans faille du forum Expo Béton, fruit de l'initiative de l'honorable sénateur Jean Bamanissa. C'est dans une ambiance détendue que la soirée s'est clôturée. Pas une rue sans Palou, slogan d'une matinée politique du parti de feu Antoine Gizenga que dirige actuellement Godefroy Mayobo, secrétaire général. Cette formation politique affûte déjà ses armes pour les prochaines échéances électorales. Anita Louambois, Renette Kolonga. Les cadres et militants de cette formation politique se sont fixés des objectifs pour cette année nouvelle. C'était au cours d'une matinée politique organisée sous l'égide du secrétaire général, chef du parti, Godefroy Mayobo. Ce dernier a jeté des fleurs aux professionnels des médias pour leur accompagnement lors des activités par le parti, cher à Antoine Gizenga, en dépit des nombreuses difficultés. Le numéro 1 du Palou a également fait une rétrospective des événements majeurs qui ont caractérisé la marche du parti ces 3 dernières années. Godefroy Mayobo a rappelé la décision du Conseil d'État sur le dédoublement du parti en 2022 avant de rebondir sur le programme Pas une rue sans le Palou. Le Palou rappelle à toutes les filles et à tous les fils de la grande nation congolaise que le seul bien précieux qu'on ait, qu'ils possèdent et dont ils doivent prendre le plus grand soin de leur pays, constitutif de la République démocratique du Congo. Il est un droit et un devoir pour chacune d'elles et pour chacun d'eux de se préoccuper en permanence de l'État, de l'évolution et de la bonne tenue de leur mère patrie. En 2025, le Palou compte marquer l'histoire de la plus belle des manières, le parti cher à Antoine Gizenga, pour devenir millionnaire en homme comme dans le passé. Le parti lumumbiste unifié compte s'appuyer sur le programme Pas une rue sans le Palou pour son implantation dans tous les coins de la République. Des questions d'insécurité, de diversification de l'économie nationale et des bien d'autres ont été abordées lors de ces échanges. Les églises de réveil du Congo réunies autour de l'homme de Dieu Ejibaya Mampia ont passé en revue plusieurs questions d'intérêt national, dont la mobilisation pour une marche de soutien au FARDC. Rodépanda pour les détails. La première journée de l'épiscopat du réveil a vécu sous la direction de l'archevêque Ejibaya Mampia Évariste, les représentants du ministère de la Justice, conseillers en charge des cultes et associations, les conseillers Kangoudia chargés des cultes au sein du cabinet du président de la République, les pasteurs et représentants des communautés membres de l'église de réveil au Congo qui ont marqué une présence active. À l'ordre du jour, la présentation de l'épiscopat suivant la vision de l'église du réveil au Congo. Occasion pour l'archevêque président Ejibaya Mampia de donner les grandes orientations, rappeler aussi en cette année nouvelle la position de l'église relative aux enjeux politiques de l'heure. Les hommes de Dieu ont eu également droit à une présentation détaillée de la carte licence d'exercice ministériel pour se mettre
en phase avec les mesures de l'État congolais à travers le ministère de la Justice et Garde des Sceaux, qui est un partenaire incontestable. Nous retenons d'abord l'ordre que nous avons établi dans l'épiscopat du Réveil, qui signifie là l'autoproclamation n'est pas possible parce que celui qui se dit évêque doit savoir est-ce qu'il est aligné ou il est non aligné. Deuxième élément, c'est le message patriotique que nous avons lancé, notamment la prière en faveur des FARDC et Ouazalendo. Nous n'allons plus seulement prier, mais nous allons et prier et manifester. Nous pensons au 16 février. Nous avons présenté le vœu le meilleur à tous et aussi au président de la République, aux institutions de la République. Nous avons prononcé les prières afin que 2025 soit un temps de paix. Cette première édition s'est clôturée par le sacre de l'évêque Christian Mumbi en qualité d'évêque régional de l'RC chargé du Grand Katanga. Le repromis a fait un don d'un bus à l'RC pour plus d'efficacité sur le terrain. Et rapidement, notez que le ministre des Affaires foncières et présidente de la fondation qui porte son nom, Kassia Bandoubola, a sensibilisé la population de la Tchangou sur le patriotisme. Jean-Pierre Ndolo Demazi. La population de la Tchangou a répondu présente ce samedi 18 janvier 2025 à l'invitation d'Akassia Bandoubola Mbongo, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et présidente de la Fondation Akassia en Action. C'était dans le cadre de l'installation officielle de la Fondation Akassia en Action dans le district de la Tchangou. Selon le secrétaire général, l'honorable Alexis Ngwele, l'installation officielle de la Fondation Akassia en Action à Tchangou est la réponse de la présidente à la demande de la population de la Tchangou. Pour ce jour, 2 présidents communaux, plus précisément de Massina et de Kimbantseke, ont été installés par la présidente nationale de la Fondation Akassia en Action. Dans son mot, Akassia Bandoubola Mbongo a tout d'abord transmis les meilleurs vœux du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi à la population de la Tchangou. Akassia Bandoubola Mbongo a invité cette population à soutenir les forces armées de la RDC qui se battent jour et nuit dans l'Est contre l'agression rwandaise. Elle a terminé son speech par la question du changement de la Constitution sans mâcher les mots. Akassia Bandoubola Mbongo a déclaré qu'elle est totalement d'accord pour le changement de la Constitution. Sur cette question, la population de Tchangou est derrière l'initiative du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et dit oui au changement de la Constitution. Il y a également le collectif national des conseillers communaux qui se sont regroupés au sein d'un courant politique dénommé Rassemblement populaire pour la République. La structure a fait sa sortie officielle à Kinshasa. Malumbela. C'est un nouveau-né dans le monde des mouvements associatifs. Le Rassemblement populaire pour la République, RPR, réunit les conseillers communaux, des leaders des mouvements associatifs et les personnalités indépendantes d'opinion. Ceux-ci partagent les mêmes convictions pour défendre et soutenir la vision du chef de l'État définie dans sa politique. Le RPR a un caractère national. À sa sortie officielle, chaque membre s'est engagé publiquement en signant la charte qui contient le texte qui régisse ces mouvements. C'était aussi l'occasion pour le président de souligner le caractère associatif de leur courant politique. Ces élus locaux et leurs partenaires sont prêts à informer la base sur le bien fondé des réformes de la Constitution. Nous sommes ici les conseillers communaux venus de toutes les provinces de la RDC, les leaders d'opinion, les responsables des mouvements associatifs et personnalités indépendantes ayant accepté de soutenir la vision du chef de l'État. Nous nous sommes rangés et ligués dans un courant politique dénommé Rassemblement populaire pour la République, qui n'est ni un parti politique, ni un regroupement politique, mais plutôt un rassemblement des élus locaux et des leaders d'opinion du mouvement associatif. Et pour les RPR, nous nous disons favorables à des réformes profondes. Autre préoccupation évoquée au cours de cette rencontre, les frais de fonctionnement des conseillers communaux. Ils sollicitent l'implication des autorités compétentes pour des solutions idoines.
Financement innovant et émergence économique en RDC, c'est l'intitulé d'une thèse soutenue à l'Université pédagogique nationale, une œuvre du chef des travaux Matenda Kibangala, Eric Kabamba pour le reportage. Très confiant et à pas pesant, ces récipiendaires, bienvenue Matenda Kibangala, avancent petit à petit dans cette grande salle pour présenter et défendre sa thèse ici, à l'Université pédagogique nationale, financement innovant et émergence économique en RDC. C'est l'intitulé de ce travail entamé il y a près de 10 ans. Devant le membre du jury du jour, composé de éminents professeurs, ce chef des travaux a démontré l'apport de sa recherche qui veut mettre fin à l'infériorité entre les dépenses et la recette observée en RDC. Il faut innover. Et là, je suis arrivé à certaines conclusions selon laquelle il faut un budget programme, il faut la taxe carbone, s'il faut focaliser sur certaines variables. Les produits intérieurs bruts, l'espérance de vie, les recettes publiques, les crédits à l'économie, des poids à l'économie. Bref, je suis très content parce que ce que j'ai commencé il y a 10 ans, il y a 15 ans à peu près, depuis 2010 que je me suis lancé dans cette recherche et nous sommes arrivés à ça. Un travail qu'il compte publier dans plusieurs revues pour alerter le décideur congolais. Une soutenance des thèses faite avec brio qui lui a valu la mention grande distinction. Après l'évaluation à huis clos, les jurys appuient la décision suivante. Messieurs, le chef d'État, Matenda Kibangala, bienvenue, a réussi à changer de l'œuvre avec la mention la plus grande distinction. Des toges et autres insignes lui ont été remis par la rectrice de cet alma mater, ce qui fait de lui désormais docteur en économie. Et ce dernier reportage, avant de nous séparer, la question du développement du territoire de Kanyama, chefferie de Mutombo Mukulu, était au cœur des échanges entre ressortissants de ce coin du pays qui ont également échangé le vœu en ce début d'année. Regardez. Les fils et filles de la province du Haut-Lomami, territoire de Kanyama, chefferie de Mutombo Mukulu, étaient réunis ce dimanche 19 janvier autour de leur président national John Gessé Moundi pour une cérémonie solennelle d'échange de vœux de l'année 2025 dans la salle Aroupé de Lubumbashi. En sa qualité du fils du terroir, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Kabemamba Michel, a rehaussé de sa présence active à cette rencontre. Dans son mot de circonstance, le président national de cette mutualité de Mutombo Mukulu a retracé l'histoire du territoire de Kanyama qui est la souche même de tout le Balouba. Il a par la même occasion imploré collaboration entre les autorités coutumières et les responsables du service national et mené un plaidoyer auprès du président de l'Assemblée provinciale Kabemamba Michel pour que les produits alimentaires du service national servent non seulement à toute la République mais aussi et surtout à la population locale de Kanyama. Nous demandons également que le service national, que les produits du service national bénéficient aussi aux populations de Kanyama. Nous avons besoin combien aussi construire à la cité de Kanyama, à la cité de Kibama, à la cité de Prenant la parole, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabemamba Michel, petit-fils du grand chef Ongolo Mwamba, a appelé les uns les autres à l'unité, le vivre ensemble, afin de faciliter l'émergence du territoire de Kanyama. Mon père s'est visité à un moment, il y a eu une froideur et sa sensation n'a depuis donc l'ampleur de moment. Mais nous, la mission de Pontier, et nous avons donné votre frère, pour que vous puissiez aujourd'hui, ensemble avec les donateurs de coalition, pour que vous puissiez ressusciter ce que nous avons appris quand nous étions encore à l'âge de 3, 4 ans. Cette cérémonie d'échange des vœux augure le début des activités liées à la mutualité de Mutombo Mukulu au courant de cette année. Un journal très bien réalisé par Rodé Panda, coordination éditoriale Rudis Kitutu. Bobo Anan Mokonzi vous tiendra compagnie à 23h, Madame, Messieurs. Bonne soirée chez vous.